J'accompagnais il y a quelque temps la maman d'un petit garçon de 6 ans qui avait l'habitude de pousser des cris aigus comme ça, sans raison, à tout bout de champ, très fort et très souvent. Ça se passait dans la maison et aussi en extérieur, par exemple, quand il faisait une sortie dans des magasins pour une course. Sa maman, elle trouvait ça vraiment irritant, on peut la comprendre. Et bien entendu, la première chose qu'elle avait faite, c'était de lui expliquer que ça ne se faisait pas, que c'était désagréable pour tout le monde et qu'il fallait arrêter. C'était dur pour elle de comprendre ce qui pouvait justifier ça. Et maintenant qu'il avait 6 ans, elle trouvait qu'il n'avait plus vraiment de raison valable à ces débordements qui tapaient sur les nerfs de tout le monde à la maison et aussi en extérieur. Dans cette vidéo, je partage avec vous la ligne de conduite qu'on a mise en place pour diminuer les cris tout en aidant ce petit garçon à s'apaiser et à mieux se connaître. Pour construire cette ligne de conduite, il fallait déjà qu'on comprenne le mieux possible ce qui pouvait bien se cacher derrière ces cris. Et le décryptage qu'on a fait ensemble, il a aussi été déterminant pour aider cette maman à gagner en efficacité parce qu'en comprenant mieux ce qui se passait pour son fils, ça devenait un peu plus facile de l'aider. Nous, les parents, on a vraiment besoin de comprendre pour adopter les bonnes postures. Comprendre, ça nous aide à nous sentir en sécurité dans un sens, ça diminue le sentiment d'impuissance, ça nous rapproche de l'enfant et même sans une ligne de conduite précise, on commence toujours à apaiser les choses dès que les parents comprennent mieux. Et si actuellement votre enfant a un comportement que vous ne comprenez vraiment pas, écrivez-moi pour qu'on décrypte ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'un enfant pousse des cris comme ça sans raison apparente? La plupart du temps, ce genre de comportement débordant, on peut partir du principe qu'ils viennent d'une sorte d'inconfort intérieur, un truc qui déborde à l'intérieur. Pour cet enfant, ça sortait sous forme de cris aigus. Pour d'autres, ça sort sous forme de tape gratuite ou par le corps avec un besoin de bouger irrépressible. Parfois aussi, ça se manifeste en allant titiller les autres enfants ou en faisant exprès de faire tout ce qui est interdit pour obtenir l'attention des parents. Parenthèse, j'ai fait une vidéo au sujet des enfants qui titillent les autres, qui les cherchent, qui les embêtent. C'était au sujet de la fratrie, mais ça se transpose très facilement en dehors des relations frères-sœurs. Donc ces comportements difficiles, ils sont la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui se cache derrière, c'est donc un inconfort, disons. Les cris, les tapes, tout ça, c'est comme une manière de dégager la vapeur, de sortir un trop-plein. C'est l'enfant qui essaye, maladroitement, avec ses ressources d'enfant, qui essaye de réguler ce qui vit à l'intérieur. Quand ils font ça, ils le font pas exprès, ça leur échappe. Et dans cette situation précise, ce petit garçon, il se rendait pas compte, il n'était pas conscient de ses propres cris. Ces comportements, c'est des décharges plutôt que des choix conscients de l'enfant. Et ici, il y avait un contexte qui expliquait ces inconforts, la séparation des parents, avec un changement de maison que ça impliquait, mais aussi du côté du tempérament de l'enfant, une forme d'hypersensibilité et au changement et aux émotions. L'objectif qu'on s'est fixé, c'était pas de chercher à empêcher les cris. Enfin si, on voulait bien sûr diminuer les cris, leur fréquence, leur intensité, mais je dirais le premier objectif qu'on devait poursuivre, c'était pas tant d'empêcher les cris que de canaliser autrement le besoin qui s'exprimait derrière, le besoin de régulation. On a tout simplement cherché à rediriger le comportement. On s'est même dit qu'on pouvait tenter de mettre en place un système de renforcement, une sorte de tableau de motivation pour l'aider. Mais attention, dans ces cas-là, les systèmes utiles et efficaces, c'est pas ceux qui visent simplement la suppression du comportement, le fait qu'il arrête de crier. C'est les systèmes qui récompensent le fait d'opter pour des comportements plus adaptés sur le plan de la régulation. Pourquoi on ne peut pas mettre en place un système qui dit par exemple, si tu cries pas, tu auras une gommette? Pour des tas de raisons. Et la plus importante ici, c'est le fait que cet enfant n'était même pas conscient de son comportement. Comment est-ce qu'il aurait pu faire différemment, même avec à la clé une Ferrari à gagner? D'une manière générale, ces systèmes, ils doivent être positifs et soutenants. Ils doivent encourager concrètement le comportement adapté, un comportement qu'on doit être capable de décrire de façon positive, donc sans commencer par ne pas, et factuel. Par exemple, pour un enfant qui tape quand il est en colère, on ne va pas récompenser le comportement ne pas taper, mais plutôt chaque fois que tu as envie de taper, tu gagnes un point si tu arrives à taper dans mes mains pour me montrer la taille de ta colère. En tout cas ici, ce qu'on voulait, c'était pas lui dire tu n'as pas le droit de crier, il le savait déjà, mais l'accompagner vers tu as le droit de pas aller bien, de pas te sentir bien, et on va chercher d'autres manières, un, de le montrer, deux,
de s'apaiser. La ligne de conduite, on l'a conçue pour aider cette maman à aider son fils dans ses besoins de régulation. Ça nous a permis de transformer les cris que la maman subissait en des signaux utiles pour opter pour des stratégies adaptées. Si vous vivez une situation similaire, voilà ce qu'on avait défini. La première étape, c'était quand il y a un cri, donc à chaud, les parents allaient dire: oh là là, j'entends, ton corps t'a fait pousser un cri, il avait besoin que quelque chose sorte. C'est une étape de prise de conscience qui ne devait pas s'accompagner de reproches, de sanctions, ni de leçons de morale. La deuxième étape, en parallèle de cette prise de conscience, c'était de créer avec ce petit garçon une liste de stratégies autorisées quand le corps a besoin de crier, donc à froid. On avait listé souffler dans un rouleau vide ou dans une paille, appuyer très fort sur un coussin, faire une grimace exagérée, dire un mot de code à la place du cri, aller dans un coin calme de la pièce, manipuler une balle anti-stress, secouer son bras et ses jambes ou écouter un bruit doux ou regarder un sablier liquide. Le but, c'était de s'entraîner pour chacune de ces stratégies à froid, dans un moment calme, pour les tester. Certaines de ces stratégies, elles demandaient aucun matériel, et ça c'était important pour qu'on puisse gérer des cris en dehors de la maison. C'était donc pas du tout un interdit, c'était une liste d'autorisation. Troisième étape, on a défini du coup un levier de motivation. Le critère, c'était chaque fois que l'enfant choisit une stratégie de la liste pour aller mieux, même après un premier cri qui lui a échappé, il gagne une étoile. Vous voyez, c'est vraiment pas une sanction ou un système de chantage, c'est une manière de valoriser les efforts que fait l'enfant pour s'autoréguler. Ça fait le lien entre l'état intérieur, ce qu'il ressent, et le comportement qui va vraiment aider. Donc ça entraîne au comportement adapté. Quatrième étape, rester patient et constant à partir de là. Cette étape, on l'oublie souvent, c'est celle qui consolide les choses. Quand ça ne marche pas du premier coup, on se dit souvent que non, on n'avait pas la bonne solution. En fait, ça n'a pas marché parce qu'on a testé et ça n'a pas fonctionné du premier coup. Ce matin même, j'ai échangé avec un papa à la fin d'un accompagnement qui avait permis de fluidifier les routines et les transitions. Et quand je lui ai demandé ce qui lui semblait avoir été décisif pour obtenir ce changement, il m'a répondu: c'est quand j'ai arrêté de croire que ça devait être efficace du premier coup. En changeant cette attente de résultat immédiat, il a eu un résultat solide et durable. Donc les stratégies qu'on met en place, elles prennent un peu de temps pour fonctionner et c'est normal. Il ne faut juste pas changer trop vite son fusil d'épaule après le premier essai qui n'a pas été fructueux. En tant que parent, on est quotidiennement en train d'apprendre à nos enfants des choses qui prennent du temps. Et pour ce petit garçon, c'était pas rien de d'abord conscientiser que ces cris lui échappaient, ensuite de tester d'autres exutoires et finalement de s'autonomiser en se mettant spontanément à souffler ou secouer les bras quand il sentait que ça montait ou quand il y avait un premier cri qui était déjà parti. Dans cette période difficile qu'il traversait, être accompagné de façon soutenante, c'était vraiment déterminant pour l'aider. Il fallait déconstruire le cercle vicieux qui faisait qu'il se sentait mal, il criait, il se faisait reprendre, il voyait sa maman contrariée, donc il se sentait encore plus mal, il criait davantage, etc. Au contraire, maintenant, quand il était mal, il était soutenu, il se sentait de plus en plus capable d'adopter un bon comportement et ça s'améliorait. On ne peut pas éviter toutes les situations difficiles de la vie à nos enfants, l'inconfort des changements, d'une séparation, et c'est pas grave, mais on peut les aider chaque fois qu'ils vivent un moment difficile par notre présence et notre capacité à les aider à apprendre de nouvelles stratégies pour revenir à l'apaisement. Derrière une question de parents comme comment faire pour que mon enfant arrête ces cris insupportables, il y avait quelque chose de plus important et c'est toujours là que ça se passe. Si vous avez en ce moment une question comme celle-là, une situation que vous n'arrivez pas à décrypter, c'est exactement pour ça que j'ai créé les consultations Ma question de parents. On prend le temps de comprendre ce qui se passe et de construire ensemble une ligne de conduite sur mesure. Le lien est à retrouver dans ma description. Moi, je vous dis à très bientôt pour partager avec vous une prochaine question de parents.